Bienvenue dans cet épisode 2 d'analyse de portefeuille. Le concept est toujours le même, j'analyse le portefeuille boursier de mes abonnés Instagram et YouTube. D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'épisode 1, je te mets le lien quelque part en bio ou en commentaire. Gros disclaimer quand même, c'est pas un conseil en investissement, ça n'engage en rien un conseil en investissement, ça n'engage en rien un conseil d'ailleurs tout court, c'est simplement, une opinion personnelle que je base par rapport à mon expérience perso, à mes erreurs, à mes stratégies, à mes connaissances et aussi aux situations que j'ai pu voir avec mes élèves. Et donc vraiment, je t'invite à faire tes propres recherches par rapport à ce qui va être dit et c'est totalement subjectif. On est parti dans cet épisode, je pense qu'on va avoir le temps d'analyser 2 portefeuilles. Donc on commence avec Quentin. Quentin, c'est un gendarme gendarme qui a 25 ans. J'ai acheté mon premier appartement cette année en cours de rénovation. J'épargne tous les mois 100 euros en assurance vie, 100 euros sur mon PEL, 100 euros sur mon PEA, 100 euros Trade Republic, plus une épargne de précaution qui varie de 300 à 500 euros par mois. Donc déjà, c'est assez incroyable. Déjà, on a énormément de gendarmes sur Boursogramme. Je ne sais pas pourquoi. On a beaucoup de gendarmes et beaucoup de kinés. Donc vous êtes tous les bienvenus et bravo pour vous lancer à ce point-là sur l'investissement et votre avenir financier. Donc pour en venir à toi, Quentin, déjà félicitations pour ton appart. C'est assez incroyable et bravo à ton âge propriétaire, tout ça. Tu as déjà préparé tout ça, donc franchement, bravo pour ça. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la partie, on va dire, plus financière. Donc 100 euros en assurance vie, 100 euros en PEL, 100 euros en PEA, 150 euros sur Trade Republic. Donc on est à 450 euros épargnés, investis, plus une épargne de précaution qui va varier de 300 à 500 euros par mois. Donc, pour l'épargne de précaution, bah bravo. Pour l'investissement, c'est pareil. C'est quand même des montants qui sont généreux et franchement, bravo pour ça. Au niveau moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, avant même de regarder tes investissements, j'ai plusieurs questions. C'est que je vois qu'il y a 100 euros chaque mois en assurance vie. Et moi, j'aime toujours bien poser cette question. C'est pourquoi? Pourquoi une assurance vie? En fait, pour rappel, en bourse, on a 2 phases. On a la phase de capitalisation, la phase de distribution. La phase de capitalisation, en gros, c'est la phase où on crée la richesse. La phase de distribution, c'est la phase où on retire nos rentes. Très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, mes abonnés, ils sont plutôt dans la phase de capitalisation. Moi, personnellement, j'y suis en tout cas. C'est la phase où on n'a pas des centaines de milliers, voire millions d'euros. Et donc, on est plutôt dans une stratégie de construction patrimoniale. Et quand on est dans cette stratégie de construction, on est dans l'optimisation. L'optimisation des rendements, l'optimisation de l'épargne, et l'optimisation sur fiscale aussi, donc sur plein de points. L'assurance vie, c'est un placement qui est extrêmement intéressant pour la transmission. C'est un placement qui peut être très intéressant aussi pour, par exemple, investir dans des SCPI, pour investir, pourquoi pas, dans du private equity. Donc il y a vraiment des leviers qui sont très intéressants avec l'assurance vie. Mais dans la majorité des cas, et ça, moi, en tout cas, par expérience, c'est ce que je peux remarquer, dans la majorité des cas, l'assurance vie, c'est soit de la gestion pilotée qui est globalement investie dans un MSCI World avec 1 million de frais, soit des fonds euros, soit des placements qui sont encore pires, c'est-à-dire des fonds, des SICAV qui coûtent très cher. Et donc, très souvent, en fait, il faut vraiment se poser la question, pourquoi j'investis dans mon assurance vie? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est un objectif de transmission aujourd'hui? Et peut-être que tu as déjà un très gros capital et dans ce cas-là, il y a cet objectif d'optimiser ta transmission et de partir sur une assurance vie. Est-ce que c'est sur, je sais pas, des SCPI ou quoi? Mais il faut vraiment se poser la question. Parce que si c'est pas forcément pertinent, et c'est une question à se poser, il faut se dire que potentiellement, ces 100 euros d'assurance vie, c'est quand même un quart de ce que tu épargnes chaque mois, enfin ce que tu investis chaque mois. Et donc potentiellement, ces 25%, en tout cas 22% et quelques, tu peux les mettre soit sur ton PEA, soit sur ton compte titre. Et ça, à long terme, c'est vraiment un coup d'opportunité parce qu'à long terme, ça va te rapporter beaucoup plus. En tout cas, sur la partie capitalisation, même net de fiscalité, parce que très souvent, l'assurance vie, on présente ça comme, en gros, c'est une carotte fiscale, l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on va présenter les avantages fiscaux, etc. Mais sur la phase de capitalisation, le PEA est bien plus intéressant que l'assurance vie. Deuxièmement, le PEL, c'est pareil. En fait, tu as déjà une épargne de sécurité qui est très intéressante. De toute façon, le PEL, c'est pas une épargne de sécurité, c'est pas liquide. Donc, pour quelle raison un PEL? Tu as déjà un logement qui est acheté, tu as une épargne de sécurité qui est là. Pour quelle raison avoir un PEL? Et c'est une vraie question que je pose. Pour quelle raison avoir un PEL aujourd'hui? Et je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. C'est pour ça que je fais que poser des questions, moi, en fait. C'est très facile, mais c'est ce que j'aime bien faire. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que je vois pas, un projet forcément, ou une niche, une sorte de niche que je vois pas. Mais très souvent, c'est pareil. Ça, c'est aussi par expérience que je peux dire ça. C'est un réflexe, en fait. C'est-à-dire que c'est une habitude.
en fait, nos parents nous ont dit d'ouvrir un PEL et donc on se dit, bon, bah allez, vas-y, chaque mois, je mets un petit peu sur le PEL. Le truc, c'est que ce que tu vas mettre sur le PEL, c'est ce qui ne va pas être investi. Donc le PEL, je sais même plus c'est combien, mais 2-3%, bah, c'est ce qui ne va pas être investi derrière sur des placements qui pourraient être beaucoup plus optimisés à long terme et beaucoup plus rentables surtout. Donc voilà déjà ce que je peux dire pour ces deux placements-là. L'épargne de précaution, bah, j'ai rien à dire, c'est super. Ensuite, le PEA et donc le compte titre. On va regarder un petit peu. Donc j'ai ouvert le PDF que tu m'as envoyé. Et donc moi, ce qui m'a tout de suite, tout de suite je tilte parce que ça me, enfin tu vas voir. Je t'ai ouvert ces trois fonds là que tu as du coup là dans ton portefeuille. Donc quand même pour quelques euros, c'est-à-dire qu'on a plus de 1000 euros qui sont investis là-dedans. Et en fait, tu regardes le Amundi Small Cap Euro qui est là, il a eu une performance de 45% en 10 ans. Ça, il faut bien le noter. Il a une performance de 45,91% en 10 ans. Et c'est très important de regarder les frais. Et là, tu vois qu'il a des frais de gestion de 1,80%, 1,79%. Pareil pour le CPR disruption. Donc le CPR disruption, il est là. Donc alors attends, hop. Il est là et en 10 ans, il a eu 42% de performance. Et c'est pareil, avec des frais qui sont énormes, 1,5% de frais. C'est énorme, c'est colossal. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a des équivalents qui sont des ETF. Et le troisième, c'est le CPR Euro High Dividend. Donc lui, c'est pareil. Donc là, tu vas avoir un truc du style, voilà, 55% de performance. Donc vraiment, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que tu sais ce que ces fonds ont et est-ce que tu connais leurs caractéristiques aujourd'hui? Il y a quand même 1000 euros qui sont investis et c'est très important, on va dire, d'être autonome vis-à-vis de ça et de savoir précisément ce dans quoi tu investis. Donc tu peux le retrouver très facilement. Tu regardes là la composition, ça te donne au moins les 10 premières lignes et ça te donnera une idée, on va dire, concrète. Donc, le small cap euro, bon, bah, ça, c'est grand classique. Si tu veux, je t'ai pris un équivalent qui n'est pas en Europe, donc c'est peut-être un peu de la triche, mais qui est aux États-Unis et qui est le Russell 2000, qui est éligible d'ailleurs au PEA. C'est un ETF qui est éligible au PEA. Et si tu veux, en 10 ans, il a eu 146% de performance. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que s'il y a 10 ans, donc c'est les performances passées, attention, elles ne présagent pas des performances futures, mais s'il y a 10 ans, tu avais investi 10 000 euros dans ce fonds-là, tu aurais gagné, 4500 euros, ce qui est pas mal quand même. Mais si tu avais investi dans un simple ETF sur ton PEA, tu aurais gagné 14 600 euros. 4500, 14 600. C'est-à-dire que juste en 10 ans, il y a un écart de 10 000 euros de différence pour seulement 10 000 euros investis. Si en plus de ça, tu investis régulièrement, etc., c'est encore une autre histoire. Et donc là, il commence à y avoir déjà un gros coup d'opportunité, c'est-à-dire un 10 000 euros de différence. Et donc, c'est pareil ici pour le CPE. Donc, celui-là, il est un peu particulier parce qu'en fait, je suis pas sûr, moi, de trouver d'ETF là-dessus parce que là, on est vraiment sur des actions de sociétés internationales qui établissent ou bénéficient totalement ou partiellement de modèles économiques disruptifs. Donc, très compliqué. En tout cas, il faudrait trouver un smart beta un peu particulier pour, en termes d'ETF. Tu peux regarder, par exemple, il y a du SAP, il y a eu Prosus, il y a eu Stellantis, etc., SML, etc., etc., etc. Est-ce que tu sais, par exemple, que tu as ces lignes-là sur ton portefeuille? Tu vois, c'est très important de savoir ça. Est-ce que tu es OK avec le fait que tu es 8% de ce fonds, allez, 7,5% de ce fonds qui soit chez SAP? Donc voilà, il faut vraiment savoir ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'était te comparer simplement ça avec un simple MSCI World. Et le MSCI World, là, je te l'ai ouvert, le CW8, donc pareil, éligible au PEA. Et depuis donc à peu près 10 ans, je t'ai pris, voilà, on va dire environ 10 ans, il a fait 194%. C'est-à-dire plus de 4 fois plus. Presque 5 fois plus. En seulement 10 ans. Et donc, je ne sais pas sur combien de temps tu investis. D'ailleurs, voilà, vraiment, ceux qui postulent, n'hésitez pas à être le plus complet possible dans vos descriptions. Comme ça me permettra aussi de vous aider un maximum. Mais forcément, tu vois, voilà, il faut se dire que juste un MSCI World, c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup moins risqué, et tu as eu finalement entre 4 et 5 fois les performances. Donc parfois, ça vaut le coup de ne pas se prendre la tête, en fait. Des ETF très simples, très larges, ils font le taf. Surtout si tu viens chercher toi-même, tu viens essayer de chercher de la performance, il vaut mieux le faire soi-même, vraiment. Parce que les frais que vont te facturer les fonds actifs, ils sont colossaux. À long terme, ils sont vraiment colossaux. Ça se trouve, ils vont peut-être avoir des performances qui sont exceptionnelles, mais les frais sont tels que les performances ne seront pas si exceptionnelles à long terme. Donc ça, c'est la première chose, c'est que plutôt que d'aller vers des fonds actifs, moi, je t'invite à aller vers des fonds passifs. Donc des ETF classiques, très simples, la plupart, les plus larges, on va dire, sont éligibles au PEA. Donc ça, c'est la première chose. Mais après,
Il y a peut-être une raison pour laquelle tu es sur cela et qui est autre et que je ne vois pas. La deuxième chose ensuite, c'est le compte titre. Donc lui, je t'avoue que je ne l'ai pas encore regardé. Donc le compte titre, Trade Republic. Ok, donc tu as combien? Tu as 500 € investis sur le compte titre. Ok. Donc S&P 500, Nvidia, Air Liquide, Hermès, LVMH, L'Oréal, S&P 500, Ocular, Total, Crédit Agricole, Apple, MSCI World, Novo Nordisk, CAC 40, Vinci, et tu as un peu de crypto, tu as de l'Ethereum. Ok. Donc, en fait, je vais faire les. Alors, si t'as pas vu l'épisode précédent, ça va. Enfin, si t'as déjà vu l'épisode précédent, je vais peut-être me répéter très légèrement, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je t'invite à regarder le premier épisode parce que j'en parle un petit peu plus longtemps. La première chose, c'est que tu as 546 € qui sont dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 actions et une crypto. Donc, ce qui revient à pas beaucoup par action. Je vais pas faire le calcul en direct, j'ai peur de me tromper. Mais en gros, c'est beaucoup de temps dépensé à chercher des investissements, à diversifier, etc., pour pas beaucoup d'argent investi. Et ça, il faut vraiment toujours réfléchir, ok, combien j'investis? Est-ce que je veux vraiment investir dans 40 000 actions? Parce que moi, ma question, c'est est-ce que tu as tout analysé? Est-ce que tu sais précisément ce que tu as acheté? Et là, c'est pareil, c'est ce que j'avais dit aussi la dernière fois, c'est que imaginons que Novo Nordisk fasse x10. Si Novo Nordisk fait x10, tu as 9 € qui sont investis dessus. 10 €, imaginons. Donc elle va passer à 100 € x10, hein, c'est quand même des performances. x10, c'est 1000%. Donc c'est exceptionnel comme performance. Et si elle fait, comment dire, si elle passe à 100 €, tu vas gagner 90 €. C'est-à-dire que dans le meilleur des scénarios, qui est improbable en fait, qu'une action fasse x10, tu vas gagner seulement 90 €. Et donc, c'est vraiment un truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut. Enfin, moi, je suis vraiment d'avis de concentrer, de diversifier. Si tu fais du stock picking, il faut diversifier le moins possible et concentrer tes investissements dans des entreprises solides, dans lesquelles tu crois, qui sont de qualité, que tu achètes à un bon prix. Donc, tu vois, pour moi, il y a beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de doublons. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on a un S&P 500 qui est ici, un S&P 500 qui est là, et un MSCI World qui est là, avec en plus un CAC 40. Donc le MSCI World, pour rappel, il prend les États-Unis, l'Europe, le Japon et l'Australie, en gros. Et donc, ce qui veut dire que si tu as et un MSCI World et un S&P 500, en fait, tu vas avoir des doublons. Si tu as aussi le CAC 40, tu as encore des doublons. Et donc, tu vas avoir 4 ETF que tu pourrais simplement remplacer par un MSCI World. Ou alors, carrément, rester sur un S&P 500, mais du coup, éviter le reste pour pas faire trop de doublons. Et le S&P 500, la dernière chose, c'est qu'il est éligible au PEA. Tu peux acheter du S&P 500 sur ton PEA, donc autant le faire sur ton PEA. Parce qu'en plus, il n'est pas très cher, tu n'as pas besoin d'acheter de fraction d'action sur un S&P 500. Il est en gros à 20, 30 €, tu vois, sur ton PEA, donc tu peux même directement l'acheter sur ton PEA. Donc voici, Air Liquide, c'est pareil, tu peux l'acheter sur ton PEA. Hermès, c'est une action à 2000 €, donc je comprends que ce soit pas accessible, mais le PEA, c'est quand même une niche fiscale qui est vraiment avantageuse, surtout quand on investit. Il faut pas investir que sur le PEA, faut pas avoir de dogme, mais si tu investis dans les actions françaises, il faut se dire c'est quand même 2 fois moins d'impôts, c'est pas négligeable. En plus il y a d'autres avantages, mais globalement c'est ça. LVMH pareil, L'Oréal pareil, Total pareil, Crédit Agricole pareil, Vinci pareil, etc. Et ensuite en crypto c'est pareil. C'est pareil en fait, c'est la même philosophie, c'est qu'en fait, il y a tellement peu entre guillemets qui est investi que même si ça faisait x10, il faut se dire que ça va rien changer. Et donc personnellement, je pense que ça pourrait être une piste de se dire comment concentrer ces investissements-là et faire en sorte d'avoir 2, 3 petites, 4, 5, 6, 7 petites pépites, mais pas plus. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent d'avoir plus. Je pense qu'au contraire, ça diffuse un petit peu l'attention, ça diffuse l'énergie. Et il faut se dire que techniquement parlant, tu dois toutes les analyser, ces actions. Si tu fais du stock picking, c'est très important que tu les analyses. Donc évidemment, il y a les entreprises avec lesquelles on est plus à l'aise, genre LVMH et Hermès, ça c'est clair. Même L'Oréal, même Air Liquide en réalité, même Nvidia. Enfin, c'est pas des mauvaises entreprises pour une majorité d'entre elles, mais moi personnellement, je pense que ça pourrait être judicieux de concentrer un petit peu ces investissements. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire. J'espère que ça pourra t'aider, Quentin. En tout cas, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses qui sont pas claires. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires à chaque fois si vous me dites, si vous voulez que je rentre plus en détail dans un des trucs que je dis ou pas.
Et voilà, tu pas à me faire un retour aussi pour me dire, bah, si ça a pu t'aider et si ça a pu t'aider, à, bah, y voir plus clair. Voilà, je paraphrase. Donc merci en tout cas Quentin pour, avoir, postulé. On va passer aussi à Hugo. Donc Hugo, situation: je suis un débutant dans l'investissement, j'ai commencé en janvier l'investissement. Ma vision sur mon portefeuille est plutôt du long terme avec de la diversification par des ETF et des actions européennes pour un PEA. OK. Alors j'ai pas lu honnêtement, hein, Hugo, j'ai simplement copié tout ça, donc voilà, on va ouvrir comme ça en grand. Donc tu es débutant, tu as déjà investi 2 600 €, donc c'est bien. En plus, ça a commencé en janvier. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est, bah, en avril. Donc c'est bien, c'est quand même une belle somme, qui est investie en «peu de temps» entre guillemets. Et ensuite, donc toi, ce que tu veux, c'est en gros une stratégie. De ce que j'entends en tout cas, c'est une stratégie core satellite. Donc un socle passif avec des ETF et un socle actif avec des actions que tu vas venir, en tout cas là, je l'interprète comme ça, pour aller chercher plus de rentabilité. Mais voilà, n'hésite pas à me dire si je l'ai mal interprété. Donc tu as 400 € dans Total Energy. Attends, je vais lire les lignes déjà. MSCI World, S&P 500, S&P 500, Nasdaq, Vinci, Air Liquide. OK. Bon, bah, ça va être très facile, ça va être, très court. Premièrement, bah, ça, je vais me répéter, mais là, il y a beaucoup de doublons. Alors attends, où est-ce que je me suis perdu? Voilà. Là, il y a beaucoup de doublons. On a un MSCI World, un S&P 500, un deuxième S&P 500 et un Nasdaq. Le Nasdaq, en gros, hein, c'est l'indice de la tech américaine. Donc en fait, c'est encore plus niché aux États-Unis sur seulement, en gros, quelques industries. Donc en fait, on a 4 ETF qui pourraient pour moi être résumés en un. Soit on part sur un gros MSCI World et tu te dis: «Moi, je veux diversifier le plus possible, je veux baisser pourquoi pas ma rentabilité à long terme». Je suis OK avec ça. Par contre, je veux diversifier le plus possible, avoir «zéro risque», entre guillemets «zéro risque», attention. Soit tu pars sur un S&P 500, mais dans ce cas-là, il faut partir sur un des deux, tu vois. Donc bah, aujourd'hui, si tu veux que du S&P 500, tu veux pas de l'ESG, c'est le BNP. Donc tu peux partir sur le BNP, imaginons. Et tu te dises, moi je crois beaucoup, dans les États-Unis, je pense que ça vaut largement le coup, que les 500 entreprises américaines, bah, en fait, elles sont diversifiées dans le monde, elles vendent partout dans le monde et moi ça me suffit en termes de diversification. Soit tu pars sur le Nasdaq et là on est encore plus niché et donc forcément potentiellement plus rentable, potentiellement plus risqué, plus volatile aussi à court terme. Donc voilà, mais selon moi, il vaut mieux faire un choix. En fait, déjà, psychologiquement, ça sera beaucoup plus facile à suivre parce que tu auras une ligne finalement, avec, l'argent des 4. Donc ça, c'est beaucoup plus simple et même en termes de tout en fait, ce sera pas du tout redondant, on va dire, pour tes investissements. Ensuite, pour tes 3 valeurs, donc tu as du Vinci, du Air Liquide et du Total Energy, donc des entreprises, j'imagine, que tu connais, avec lesquelles tu es à l'aise. Je vais partir du principe que tu as fait les analyses de ces entreprises. Moi, pour être transparent avec toi, je considère que Air Liquide et Total Energy, sont des très bonnes entreprises, bons pères de famille. Mais c'est pas des entreprises, selon moi, surtout Total Energy, ça dépend quand, hein, mais aujourd'hui en tout cas, où tu vas aller, chercher, de la grosse rentabilité. Total Energy, c'est une très bonne entreprise, très bon père de famille, mais personnellement, enfin nous on a une pétrolière par exemple dans notre portefeuille, c'est très compliqué à analyser le pétrole, hein. C'est très, 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 très compliqué à analyser et c'est vraiment des compétences, je trouve qui sont difficiles et je trouve pas, que ce soit des entreprises qui soient faciles à analyser. Donc d'un point de vue purement de suivi d'entreprise, je pense que c'est des choix qui sont difficiles parce que Air Liquide, bah, en réalité, qui sait ce que fait Air Liquide? Très peu de gens savent ce que fait vraiment Air Liquide. Donc ça, c'est la première chose et au Total Energy, c'est pareil. Vinci, c'est un petit peu plus facile à la limite, mais Total Energy, la complexité du monde du pétrole, est telle que je trouve que c'est difficile à suivre et quand on fait du stock picking, moi, j'aime bien avoir des entreprises qui sont faciles à suivre et c'est pour ça qu'en majorité, on va dire, on a des entreprises qui ont des business models hyper simples. Donc d'un point de vue purement de suivi d'entreprise, je trouve que c'est des choix qui sont difficiles. Maintenant, d'un point de vue, comment dire, de sécurité, de sérénité sur ton portefeuille, bah, c'est des choix classiques et qui sont, selon moi, pas mauvais, hein. Avoir du Total Energy, du Air Liquide dans son portefeuille, bon, généralement, c'est plutôt rassurant. C'est des entreprises bon père de famille, c'est des entreprises, qui sont là depuis des décennies et donc forcément, c'est très rassurant. Attention, on ne peut pas prédire l'avenir, mais voilà un petit peu ce que je peux te dire. La dernière chose que je voulais te dire, parce que je suis pas sûr que tu l'aies mis, c'est est-ce que tu fais du DCA ou pas? Ça, c'est pareil, si vous faites du stock picking, le DCA, c'est pas toujours la méthode la plus pertinente. Parce qu'il vaut mieux mettre beaucoup d'argent, beaucoup entre guillemets, hein, mais il vaut mieux investir une plus grosse somme
quand l'entreprise est à un prix qui est très intéressant, parce que forcément le PRU va être beaucoup plus bas, que se dire j'investis la même somme tous les mois. C'est pas comme des ETF. Il y a des entreprises vraiment où ça vaut plus le coup de se dire, de se casser un petit peu plus la tête et de se dire ok, je rentre maintenant. Mais voilà, c'est deux méthodes d'investissement qui sont totalement différentes. Donc, je sais pas trop quoi te dire. Déjà, enfin bravo pour avoir, enfin bravo vraiment pour avoir, pour t'être lancé comme ça et avoir déjà des résultats, avoir déjà commencé à investir, commencé à faire rouler un petit peu la boule de neige. Tu peux aller chercher de l'optimisation, faut pas hésiter, mais c'est déjà excellent en 4 mois. Donc, franchement, vraiment un gros bravo pour ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je rentre plus dans les détails, pas plus dans les détails. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Vraiment un grand bravo à toutes les personnes qui postulent. Là, c'était les premiers profils que j'avais choisi à la base. Oui, je l'ai mis en Brice. D'ailleurs, je l'ai mis en point d'interrogation parce que Brice, je n'ai pas de lien. Je te le dis à la vidéo 2, comme ça, si jamais tu veux m'envoyer, parce que je trouve que ta situation est exceptionnelle et je pense qu'on a plein de choses à dire, mais je n'ai pas de lien et je n'ai pas de vision de ton portefeuille. Donc voilà, je te dis, je te fais passer un message à Brice. Si jamais tu veux me repostuler pour mettre le lien, vas-y. Et d'ailleurs, vous avez le lien là en description pour postuler. Honnêtement, il y a énormément de portefeuilles, mais je fais toujours un tour chaque semaine pour relire un petit peu tout le monde et voir qui est-ce que je vais pouvoir mettre dans les prochains épisodes. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, si vous avez envie qu'on continue comme ça. Si vous voulez postuler, vous cliquez simplement dans le lien en description et on se dit à très vite. Ciao.